Bonjour à tous dans cette émission Les Débriefings. Bonjour Haïm Yatif, bonjour Dr Hervé Seligman. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de nos lecteurs et beaucoup des Français, qui sont les données de la vaccination dans un pays que vous connaissez bien, qui est Israël. Et ce qui est important pour nos auditeurs en général, c'est que vous expliquiez un petit peu de comment vous êtes arrivé à faire cette analyse et quel est votre parcours, un titre personnel. Peut-être, Haïm, vous pouvez commencer par vous-même avant de donner la main à Hervé. Oui, je me présente, donc je m'appelle Haïm Yatif, en français c'est Serge. Je suis franco-israélien, donc de nationalité française et israélienne. J'ai vécu plusieurs dizaines d'années en Israël. Et là, en ce moment, je suis en France. Et durant les 15 dernières années, en fait, je gère un site internet et je mène un combat avec d'autres personnes, avec des amis, mais aussi plusieurs centaines d'Israéliens qui se sont joints à nous sur le site internet. Et on mène une lutte contre la corruption d'une façon générale en Israël, en se centrant surtout sur la corruption du système juridique, du système judiciaire. Donc à l'époque, j'avais mené pas mal de combats à l'époque du désengagement de Gaza pour amener Ariel Sharon en procès. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on avait obtenu pas mal de succès, notamment avec son fils qui est finalement rentré en prison. Et on a ensuite, par la suite, beaucoup œuvré donc pour corriger les problèmes de corruption dans le système politique et juridique israélien. Vous êtes un peu un anticorps local, quoi. Voilà. Ça nous a valu beaucoup de problèmes. J'ai été arrêté moi-même pas mal de fois par la police en Israël suite à ces activités. Je n'ai jamais été condamné à quoi que ce soit, mais disons que c'était des interférences pour nous empêcher d'enquêter, etc. J'ai plusieurs fois fait des pétitions à la Cour suprême en Israël que j'ai moi-même écrit, que j'ai moi-même géré, avec pas mal de succès. Donc, je connais très bien le droit israélien. Et donc, depuis le début de l'affaire du Covid, en fait, j'avais écrit des réserves sur la façon dont la crise était gérée en Israël, en citant des conflits d'intérêts, notamment du Premier ministre, et en citant toutes sortes de désinformations et de non-informations provenant du système de santé en Israël. Notamment, j'avais publié donc des articles sur ce que nous dit la science au niveau du Covid, notamment au niveau des médicaments qui peuvent soigner le Covid, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. Tout ça, j'avais publié déjà en décembre. J'avais même financé une campagne sur Facebook via la page du site web Nakim pour faire savoir aux Israéliens que ces médicaments existent et que il y a des études scientifiques qui confirment leur efficacité. Et donc, et j'avais aussi commencé à publier, même bien avant le mois de décembre, concernant le vaccin anti-Covid, concernant le vaccin RNA. Donc, c'était surtout sur ma page Facebook. Et par la suite, sur le site internet de Nakim, notamment, j'avais traduit plus de la moitié de la plainte qui avait été déposée à Paris par l'association Réaction 19. D'ailleurs, je pense que Réaction 19, ça leur a pris, je pense, 1 mois pour traduire leur plainte en anglais. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas qu'en fait leur plainte avait été traduite en moins d'une semaine en hébreu et qu'elle avait été publiée via mon site et via Facebook
en direction des Israéliens. Et je voudrais d'ailleurs leur faire un grand bravo parce que en fait de tous les posts que j'ai publiés, en fait le résumé de leur plainte a été le post qui a été le plus partagé par les Israéliens sur Facebook. Ils ont eu, j'ai eu plus de 1000 partages, ce qui est énorme à l'échelle d'Israël, parce qu'en Israël on n'a que moins de 10 millions d'habitants. Et donc, ça a été partagé par plus de 1000 personnes en Israël. Et finalement, l'arrêt de la diffusion a été seulement fait par Facebook, qui à un moment ont arrêté le financement de la publication, parce que moi, je sponsorisais la publication. Et ensuite, ça a été donc ils ont arrêté le sponsoring. Ils m'ont plus autorisé à un moment donné de continuer à sponsoriser la publication de la plainte contre le vaccin. Et au bout d'un moment, finalement, sous la pression du système israélien, ils ont carrément bloqué la page de Nakim en première. Il y a une censure. Vous avez été objet d'une censure. Ils l'ont censuré. J'ai fait appel. Ils l'ont relibéré. Et ils ont fait ça 2 fois. Et la 3e fois, ils ont carrément effacé la page de Nakim avec toutes les publications qu'il y avait donc sur Facebook, et y compris donc la traduction de cette plainte avec ces plus de 1000 partages. Voilà. Et ce qui est particulièrement désolant, c'est que ils n'ont jamais, je n'ai eu qu'une seule fois sur la page une remarque de Facebook, comme quoi j'avais publié une interview, un film américain où il y avait une médecin qui parlait, qui mettait en garde contre l'ARN et qui disait que ça pouvait modifier l'ADN. Donc eux, ils sont venus, ils ont mis leur message de fake news sur le film pour prévenir. Qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai dit de toute façon, on a tellement de données contre le vaccin, on va pas donner ce privilège à Facebook de venir dire que sur la page de Nakim, il y a quelque chose qui est fake news, même si on sait que c'est l'avis d'un spécialiste, et c'est pas seulement son avis, c'est l'avis de plusieurs spécialistes. Donc finalement, j'ai effacé cette publication de la page de Nakim, pour vraiment ne leur laisser aucun privilège de venir dire qu'il y a des fake news sur la page de Nakim. Et finalement, donc sans aucune remarque, sans prévenir, du jour au lendemain, un samedi, le samedi soir après Shabbat, je regarde la page de Nakim, elle a été effacée, sans aucun mail, sans rien. Voilà. Vraiment comme dans un pays totalitaire, carrément effacée. J'ai fait appel, j'ai envoyé des mails à Facebook, aucune réponse. La page a été effacée et elle était en ascension avec des milliers de pourcents d'ascension les 2 derniers mois, et avec plus d'1 millier de followers qui s'étaient rajoutés dans les derniers temps. Et voilà, la page a été carrément effacée. Et comment vous êtes venu, donc, et peut-être pour parler de Hervé Seligman, comment vous êtes venu à travailler ensemble sur cette problématique? Peut-être, Dr Seligman, vous pouvez vous présenter aussi? Alors, je vais être informatif. Chaim et moi, on se connaît depuis une 12aine d'années. On a été mis en contact par un ami commun. Cet ami commun, au moment où on commençait cette interview Zoom, m'a écrit que toutes les données que je lui avais envoyées sur WhatsApp sur ces histoires de vaccins ont été effacées, il sait pas comment. Et donc, pendant que Chaim parlait, je lui ai renvoyé tout. Donc, c'est la première chose que je vous dis. Les nouvelles se font pendant que nous parlons. Personnellement, je suis biologiste de formation. J'ai fait mes études jusqu'au doctorat à l'université hébraïque et j'ai travaillé sur plein de choses en biologie. J'ai jamais travaillé en immunologie, mais j'ai une formation aussi en microbiologie générale, disons, mais ça suffit pour analyser les données en question. D'accord. Et donc, vous avez commencé à faire donc cette analyse sur les données issues des effets secondaires de la vaccination. Vous avez commencé quand, en fait, à faire cette analyse?
Ben, il y a quelques jours, là, la semaine dernière. D'accord. Et vous l'avez fait parce que vous aviez un intérêt personnel, vous avez des liens d'intérêt avec des laboratoires ou autres? J'ai mes fils en Israël. D'accord. Voilà. Et moi, mon conflit d'intérêt aussi, c'est pareil. J'ai mes enfants en Israël que j'essaye de sauver tout autant et prévenir tout autant que le reste de la population. Donc, vous avez utilisé vos compétences professionnelles de manière citoyenne pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Absolument. Voilà. Moi, je n'y gagne absolument rien à part perdre du temps et de l'argent, si ce n'est que savoir que moralement, j'ai aidé mes concitoyens à être plus informés. Okay. Chaim, c'est peut-être intéressant pour les auditeurs que vu que le docteur Seligman nous a dit que les données avaient été effacées. Expliquez-nous, elles venaient d'où ces données? Qu'est-ce que vous avez fait pour les valider? Non, je pense que lui, il parlait des données qu'il a envoyées un ami qui est docteur également, qui vit en Israël, mais les données là je pense pas que les données du ministère de la Santé en Israël ont été effacées, bien qu'elles on les a attrapées comme quoi ils modifiaient les rétroactivement les rapports, donc notamment un rapport où il y avait le pourcentage de décès entre la première vaccination et la deuxième vaccination. Mais non, les données normalement elles y sont. Je pense pas que on va avoir un souci à retrouver les données. De toute façon, on fait des backups. À chaque fois qu'on parle de données, nous-mêmes, on télécharge les données, donc on les a sur nos ordinateurs. On compte pas. Voilà, si on sait très bien que demain ils peuvent changer également l'article sur Ynet sur lequel on s'est basé. Donc cet article, on l'a copié, on l'a en disque. Donc ça, c'est pas un problème. Hein. S'ils modifient après les données, ça ne peut que leur causer un préjudice à eux. Donc juste pour que je comprenne bien, ces données, vous les avez issues, vous les avez récupérées du ministère de la Santé, et donc pour vous, il n'y a pas de problème d'origine des données. Alors, on a trois sources de données. On a trois sources de données. Alors, on avait commencé en fait, nous, ce qu'on essayait d'obtenir depuis longtemps, c'est en fait depuis qu'on commençait la campagne de vaccination en Israël, on essayait d'avoir un aperçu, parce que par intuition, moi je comprenais très bien, comme beaucoup d'Israéliens, qu'il y avait une corrélation entre le fait qu'ils ont commencé à vacciner en Israël et qu'il y a commencé à avoir plus de morts en Israël soudainement du Covid. Pour nous, ça ne faisait aucun sens que au mois de janvier, on avait 2000 morts du Covid, alors que pendant toute l'année 2020, on n'a eu que 3000 morts du Covid. Pour nous, ça faisait aucun sens. Donc, on avait bien compris qu'il y avait une corrélation entre, comme beaucoup le pensent en Israël, entre la campagne de vaccination et et la forte montée de la mortalité suite au Covid. Mais il nous manquait les preuves. Alors, c'est la première chose que j'ai commencé à faire, c'est tout simplement de publier sur le site de NAKIM, de rapporter sur le site de NAKIM tous les rapports citoyens de side effects, d'effets secondaires du vaccin. Et donc là, on a commencé à ramasser des dizaines et des dizaines de rapports de citoyens. Un tel dit que sa mère est décédée du vaccin le jour même. Un tel va dire que son voisin est mort dans les 3 jours alors qu'il était jeune, il n'avait aucun problème de santé. Il est mort dans les 3 jours d'une attaque cardiaque, etc., etc. Et là, vous en avez récupéré combien? Alors là, on en est. Je peux vous dire. Je peux rentrer sur le site et vous dire parce que c'est des pages et des pages. On en a à peu près dans les 200, d'accord, sans être précis, on a à peu près. Non, mais on en a moins de 200, on va dire entre 150 et 200. Donc ça, c'est des commentaires de citoyens qui vous ont volontairement donné ces informations.
Voilà. Ils ne nous les ont pas donnés à nous personnellement. Ils les publient sur Facebook, ils les publient sur Telegram, ils les publient sur, des fois c'est la presse qui les relaie. D'accord? Donc c'est vraiment un peu d'un peu partout en Israël. Mais ces rapports on comprend bien que c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. Parce que la plupart des gens qui meurent ne vont pas faire un rapport sur Facebook. Enfin, leur famille ne va pas faire un rapport sur Facebook. On a, depuis qu'on a commencé à publier, on a également des gens qui s'adressent à nous, qui nous disent, après que ce soit, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un cas où c'est une personne qui a elle-même publié qu'elle avait eu un problème donc au visage et immédiatement après le vaccin, le jour même, et elle a publié sur sa page de Facebook, et là elle nous dit mais pourquoi est-ce que vous publiez mes données personnelles? C'est pas vrai, je vous demande d'enlever ça. Bon, c'est arrivé un cas sur plus de 200, sur près de 200, mais ça peut arriver. Donc tout ça c'est des choses qui ont été publiées donc publiquement par des citoyens ou par la presse ou relayées par la presse. Et pour nous, ça a une certaine valeur parce que ça nous donne une idée du type d'effets secondaires graves qu'on a. Et l'effet secondaire le plus notable, ce sont en fait les arrêts cardiaques, les problèmes cardiaques et les Shabats. Comment est-ce qu'on va traduire Shabats? AVC. Les strokes, hein? AVC. Les AVC. Les accidents cardiovasculaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le problème qui est notable. Et là-dessus, j'ai écrit un article où je posais des questions et je disais, est-ce que il y a en début février, et où je disais, est-ce que ça peut être lié aux effets secondaires du vaccin, la forte mortalité en Israël qui est arrivée en janvier, est-ce que ça peut être lié au vaccin? C'était la question que je posais. Et je rentrais dans les détails médicaux, d'après les publications scientifiques, qui pourraient montrer qu'en fait, ce qu'on arrive à voir, c'est que le vaccin augmente les chances d'avoir une tempête de cytokines pour les gens qui ont eu avant le Covid ou qui l'ont eu juste après avoir été vaccinés. Et donc là, vous travaillez avec le docteur Seligman pour comprendre, hein, j'imagine, puisque vous n'avez pas de background médical et donc il vous aide à comprendre ces données. Voilà. Pour moi, le docteur Seligman, son aide, elle est essentielle et elle est vraiment irremplaçable parce que docteur Seligman, c'est vraiment un professionnel de l'analyse des données. Voilà. Au niveau statistique, à tous les niveaux. Donc, et tous les deux, comme on travaille très très vite, en fait, on se corrige mutuellement. C'est surtout le docteur Seligman qui me corrige. Mais bon, lui aussi, parce qu'à la vitesse où on travaille, on a des fois on rate et c'est tellement compliqué aussi, c'est que du fait que malheureusement le ministère israélien de la santé cache les données ou alors publie seulement les données qui l'intéressent. Donc c'est extrêmement difficile d'extraire en fait les données qui sont importantes, extrêmement difficile. Alors les données importantes, c'est quoi en fait? La donnée la plus importante, c'est quoi? C'est la mortalité des gens vaccinés suite au vaccin. C'est ça la donnée la plus importante. Et ça, j'ai rempli il y a plus d'une semaine de ça, une demande juridique, puisqu'en Israël, il y a ce qui s'appelle le Chok Chofesh Hameda, c'est-à-dire la loi pour la liberté publique de l'information. Et on a le droit de s'adresser à un organisme public et lui demander de publier une information qui, d'après cette loi de liberté de la presse, devrait être publique. Donc moi, comme la CADA en France. Je m'y connais pas trop en droit français, hein, parce que je m'y connais plus en droit israélien, mais en France, évidemment, on a. C'est pour accéder aux documents administratifs. Voilà. Donc, je me suis adressé à eux il y a pratiquement 10 jours, et une lettre qui est vraiment bien fondée juridiquement, et je leur ai demandé de publier ces informations. Et je leur dis bien que ces informations, en fait, elles auraient déjà dû être en fait publiées, parce que c'est l'intérêt public d'avoir ces informations accessibles. D'accord? Sur leur site, ils ont en fait toute l'infrastructure pour publier
des données et ils publient certaines données, mais cette information n'y figure pas. Alors, ça, c'était il y a une semaine. Je leur ai également signé l'engagement de payer pour la publication des informations si c'est nécessaire. Et c'est seulement une semaine après qu'ils me répondent et me disent « Ah, il faut payer les 20 shekels que vous compreniez, il faut que vous payiez les 20 shekels, c'est 5 €, pour c'est le coût de la demande. Ou sinon, on efface la demande. Vous voyez, ça leur prend une semaine pour vous dire il faut payer 20 shekels. Parce que d'après la loi, ils ont 30 jours pour répondre. Donc, plus ils gagnent du temps, mieux c'est. Donc, hier, je leur ai répondu. Je leur ai dit, voilà, les 20 shekels ont été payés. Merci d'accélérer le processus. Pour que les gens puissent, évidemment, d'après les chiffres, prendre une décision intelligente. Est-ce qu'ils veulent se faire vacciner ou pas? Maintenant, donc, ils ont 30 jours à partir d'hier. Donc, aujourd'hui, il leur reste 29 jours pour donner une réponse. Est-ce qu'ils vont publier ces données, ces informations ou pas? En attendant, nous, évidemment, on ne reste pas inactifs. On a essayé d'obtenir ces informations sur les informations d'une certaine façon sur la toxicité du vaccin de Pfizer. Et on précise, donc on parle du vaccin de Pfizer parce que c'est le vaccin qui est le plus utilisé en Israël et qui est pratiquement, il n'y a que ce vaccin qui est utilisé en Israël. Et je rappelle que ces derniers jours, donc c'est 4 millions de personnes en Israël qui ont été vaccinées au moins avec la première dose de ce vaccin. Donc, ce qui représente plus de 40% de la population israélienne. Donc, c'est énorme. Et parmi les gens les plus âgés, il y a bien sûr un plus grand pourcentage de la population des plus de 70 ans ou 60 ans qui ont été vaccinés. C'est ça, c'est ce que vous me disiez. On va y arriver. Là, vous touchez un point très important parce que je vous ai dit, on a découvert dans la dernière heure des choses aussi importantes. Et ça, c'est un des points, en fait, le plus important. Donc, déjà, si vous arrivez sur ce point, je vais vous dire exactement c'est quoi l'importance de ce point. C'est que, en fait, on a, d'après nos calculs, qui sont basés sur la base de données, sur les données qui sont publiées par le ministère de la Santé en Israël, on a, en date du 19 janvier 2021, on a eu 92% environ des personnes de plus de 80 ans qui ont été vaccinées sur l'ensemble de ceux qui ont été vaccinés. D'accord? Et cet ensemble représente un chiffre énorme, c'est quelque chose comme 90% des plus de 80 ans, parce que c'est les chiffres qu'ont donné le ministère de la Santé. Si on rentre sur leur site, là maintenant je pourrais vous donner le chiffre exact, mais c'est autour de 90% des plus de 80 ans ont été vaccinés en Israël. Et sur ces 90% qui ont été vaccinés des plus de 80 ans, on a 92% qui ont été vaccinés avant le 19 janvier 21. Et ce chiffre, il est très important et cette date, elle est très importante parce que, en fait, elle fait partie des données que, en fait, ne disent pas le ministère de la Santé. Et là, ça va nous ramener au site de Ynet et de la publication sur Ynet qui, en fait, a été la source du dernier article qu'on a écrit. Que j'ai écrit et que le docteur donc Seligman a vérifié avec moi. Alors, donc je vous ai dit, on avait 3 sources d'informations. Les 3 sources d'informations, donc j'ai parlé de cet article de Ynet qui nous ramène donc dernièrement, qui nous ramène des données importantes. On a la base de données du ministère de la Santé en Israël qui nous apporte des données importantes mais insuffisantes. Et on a aussi la base de données aux États-Unis du VAERS, V-A-E-R-S, qui est en fait l'organisme qui récupère tous les rapports aux États-Unis de side effects suite au vaccin d'une façon générale et aux vaccins de Pfizer et de Moderna, donc les vaccins RNA en particulier. Alors, avant d'arriver à l'article de Ynet, on va aller dans l'ordre. Donc, la première chose qu'on avait fait, c'était de demander les données au ministère de la Santé. Et on les attend toujours sur la mortalité suite au vaccin. On a été donc, en attendant ces données, on a été sur le site de VAERS aux États-Unis,
et on a analysé les données. Donc, c'est surtout le docteur Seligman qui a fait l'analyse. Moi, j'étais vraiment son aide de camp. On a analysé les données sur les 30 dernières années des plaintes ou des rapports des Américains sur les vaccins. Alors, pourquoi je dis sur les 30 dernières années? Parce qu'on avait besoin de comparaison. On avait besoin de comparer, en fait, ces 30 dernières années avec ce qui s'est passé pendant le mois de janvier 2021. Parce qu'au mois de janvier 2021, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel aux États-Unis au niveau des plaintes, au niveau des rapports sur les plaintes, en fait, sur les suites des vaccins. On peut appeler ça une plainte ou un rapport. C'est pas vraiment une plainte, c'est les documents pour les effets secondaires. Voilà. Donc, le truc qui a été exceptionnel, ce qui s'est passé en janvier 2021 aux États-Unis, c'est que, en fait, on se retrouve avec un nombre énorme de morts suite à la vaccination aux États-Unis. Il y a 40 fois plus de morts. Suite à la vaccination en janvier 2021, on a quelque chose comme 450 morts, 456 morts. Tu me corriges, Hervé, si 456 morts en janvier contre 166 morts pour toute l'année de 2020. Voilà. Donc, un chiffre qui est vraiment énorme, puisque si aux États-Unis, ils sont habitués à avoir sur 30 000 rapports, plus de 30 000 rapports en un an sur les vaccins, d'une façon générale, hein, c'est tous les vaccins. Ils ont l'habitude, sur 30 000 rapports, d'avoir 150 morts. Là, d'un coup, en janvier 2021, ils ont 456 morts en un seul mois. Janvier 2020, il y avait 14 morts. Voilà. Donc, c'est un chiffre énorme au niveau de la différence des données. Alors, ce qu'on a aussi vu, ce que le docteur Seligman a aussi extrait de ces données, c'est qu'en fait, on a une courbe qui revient tous les ans aux États-Unis avec un rapport, en fait, entre les âges. Et la courbe, en fait, elle nous dit la chose suivante. Les enfants de 0 ans qui viennent prendre leur vaccin, eux, ils sont sensibles au vaccin et il y a quelques morts suite à leur vaccination. Ensuite, la courbe descend et elle va sur les âges et elle va remonter vraiment d'une façon qui est notable pour les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées, on voit un pourcentage de décès comparé aux plaintes qui augmente avec l'âge d'une façon significative. Et ça, c'est quelque chose qui revient tous les ans. On a pris l'analyse des 3000 données qui étaient au mois de janvier 2021. Et au mois de janvier 2021, on s'aperçoit qu'en fait, les vaccins ARN sont en fait l'écrasante majorité des vaccins qui ont été donnés qui apparaissent dans ces plaintes. C'est-à-dire que sur les 3000, on a pratiquement quelque chose comme 2900 rapports qui viennent des vaccins ARN, que ce soit Pfizer et Moderna. On a quelque chose comme 2000 de Pfizer et 900 de Moderna, du vaccin de Moderna. Donc, on peut dire qu'en fait, et voilà, tout le reste, les 100 autres, c'est les moins de 100 autres, ce sont des vaccins généraux contre la grippe, contre le tétanos, contre ce qu'on peut imaginer. Et donc, ces 2900 données, en fait, de vaccins ARN contre le Covid sont, en fait, une base de données importante, puisque quand même 2900, c'est pas rien. Et on a fait, donc, le docteur Seligman a fait donc les courbes sur ces 2900 données, et on arrive à avoir, en fait, le même rapport, les mêmes courbes que les 30 années auparavant. La seule différence, c'est que la mortalité est beaucoup plus élevée dans le ratio, c'est-à-dire entre le rapport mort versus plainte, est beaucoup plus élevé. Mais d'une façon, moyenne 40 fois plus. Voilà, d'une façon astronomique. Mais le rapport entre les âges reste le même. Le rapport entre les âges reste le même, pratiquement, sur la courbe.
Donc, on voit que il est possible qu'on ait là une toxicité énorme du vaccin RNA comparé aux autres vaccins, et on dit possible, on ne dit pas que c'est factuel, parce que, en fait, on se base sur des rapports qui peuvent être aléatoires, qui ne sont pas, ça ne représente pas tous les data de vaccination aux États-Unis. Ici, il y a une correction à faire. Si ces rapports étaient aléatoires, on pourrait considérer que c'est un échantillon non biaisé. Le problème, c'est que ils sont pas aléatoires et donc il y a des risques que l'échantillon soit biaisé. Par exemple, biaisé pour les cas où il y a eu, où ça a engendré la mort. Et ça, c'est ça la question, en fait. Mais si on regarde les rapports des années précédentes, ils étaient beaucoup moins biaisés par rapport aux cas mortels, mais il s'agissait d'autres vaccins. D'accord. Voilà. Donc, ce qui nous importe, en fait, dans ces graves et dans ces données, c'est en fait la corrélation entre les âges. Parce que ça, c'est quelque chose qui est apparemment, qui est beaucoup plus sûr. Donc, sur les 30 dernières années, c'est confirmé parce qu'on a vraiment une récurrence qui arrive tous les ans de corrélation entre les âges. Et là, on voit donc les âges, leur sensibilité au vaccin et la mortalité entre les âges, la différence de mortalité entre les âges comparé au vaccin. Et on a également ce rapport au niveau du Covid, donc la corrélation entre les âges, combien un âge va être plus sensible qu'un autre au vaccin du Covid. D'accord ? Et donc, on a sorti les datas. Et dans le cas des personnes âgées, évidemment, dans le cas du vaccin Pfizer, ils sont beaucoup plus sensibles au Covid et donc meurent beaucoup plus au vaccin du Covid que les jeunes. Voilà. Alors donc ça, c'était les données qu'on avait réussi à sortir du VERS aux États-Unis. Là, ensuite, en Israël, donc on se battait pour essayer d'avoir des données. Comme je vous ai dit, donc on ramassait les rapports citoyens, mais on n'avait pas grand-chose d'autre au niveau de la mortalité liée au vaccin. Et ça, c'était jusqu'à ce qu'arrive un article de Ynet, Ynet, c'est quand même le site internet le plus lu en Israël, donc c'est le site le plus important de news en Israël. Il y a eu un article qui est sorti le 11 février 2021, donc il y a moins d'une semaine. Et cet article est énorme. Pourquoi ? Parce que il vient en fait, Ynet, qui est donc, si vous voulez, le haut-parleur de l'État et du ministère de la Santé, va essayer, dans cet article, de vanter les mérites du vaccin. Mais en essayant de vanter le mérite du vaccin, ils nous dévoilent des données extraordinaires qui, eux, évidemment, ils vont présenter d'une certaine façon. Mais en fait, en faisant un debunk de l'article et en vérifiant les données et en fait, en analysant les données, en se centrant sur la mortalité, la toxicité du vaccin, on arrive à des chiffres absolument effrayants. Alors, on se base donc sur deux tableaux qui sont ramenés par Ynet. Et ces tableaux-là, forcément, c'est des données qui ont été fournies par le ministère de la Santé, parce que sinon Ynet n'aurait pas pu les publier pour vanter les résultats du vaccin pour les jeunes, parce que c'est ce qu'ils essayent de montrer, c'est que les jeunes sont soi-disant là, on est en pleine campagne de vaccination des jeunes, donc ils essayent de montrer que les jeunes, le vaccin est très utile pour les jeunes. Et donc, ils ramènent les chiffres, mais d'une façon abracadabrante, pour dire que voilà, après 2 semaines de vaccination de la 2e dose, les jeunes ne meurent plus du Covid. Magnifique. Et sur ça, ils n'ont aucun recul pour le dire, mais bon, ils le disent. Alors, nous, on prend ces mêmes données et on les analyse concernant la mortalité du vaccin pendant la période de vaccination. Qui dure 5 semaines en tout. Qui dure 5 semaines. Donc, on prend les 3 semaines qui sont entre la première dose et la 3e dose, et la 2e dose, et les 2 semaines qui suivent après, puisque c'est les données qui ramènent dans l'article de Ynet.
Et quand on analyse ces données, on arrive en fait à des chiffres absolument effarants. On arrive à des chiffres effarants qui nous donnent en fait une mortalité énorme suite au vaccin pendant cette période de 5 semaines. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Tout est écrit. On a traduit l'article l'article est écrit en hébreu et on l'a traduit en anglais. D'accord? Tout le monde est invité à faire les calculs par lui-même parce que les chiffres ils sont publiés. On a et de suivre notre analyse. Puisqu'on ne cache rien, hein, à l'instar du ministère de la Santé en Israël, nous, tous les chiffres sur lesquels on se base, on ramène les sources. Donc, tout est amené dans... Le tableau dont vous parlez, c'est celui-là, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ce tableau que, d'ailleurs, le docteur Seligman a traduit en anglais. Il est en hébreu sur le site de Ynet. Et donc, évidemment, ce sont des données qui sont fournies par le ministère de la Santé en Israël. Et donc, on a comparé ce tableau, on a sorti la mortalité de ce tableau, d'accord? Et ensuite, on l'a comparé avec les mêmes chiffres qui sont fournis par le site de Ynet, d'accord? Attends, ce qu'il faut dire ici, oui, c'est que ce tableau, il est pour des gens qui ont le Covid, c'est la mortalité des gens qui ont été vaccinés et qui ont le Covid. Et qui l'ont peut-être avant d'être vaccinés ou pendant le processus de vaccination qui dure 5 semaines. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que leur mortalité est plus haute que pour les gens qui sont pas vaccinés et qui ont le Covid. Voilà. Alors, leur mortalité... Alors, juste une chose, oui. Juste que je sois sûr qu'on comprenne bien parce que c'est important. Donc, oui. Ici, vous avez donc séparé en deux groupes, les plus de 60 ans et les moins de 60 ans. D'accord? C'est pas nous qui avons séparé, hein, c'est le ministère de la Santé qui a donné les données dans le tableau. Donc, il y a au total un échantillon de 15 396 personnes qui étaient déclarées positives au Covid. Tout à fait. Et pour les gens de plus de 60 ans. Parmi les gens de plus de 60 ans, et donc déclarés positifs par le biais d'un test PCR ou de tableau. Tout à fait. OK. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que parmi ces personnes-là, il y en a 636 qui sont décédés. Tout à fait. OK. Donc, parmi les plus de 60 ans, après, on peut regarder par ceux qui ont reçu une dose ou 2 doses du vaccin. Et donc, parmi les 12 700 qui ont reçu une dose, vous dites qu'il y en a 546. Enfin, les chiffres donnés. C'est le ministère de la Santé qui... Oui, d'accord, mais le tableau du ministère de la Santé dirait qu'il y a 546, donc un peu moins de 4%. C'est ça. Tout à fait. Et bien sûr, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça, ce n'est pas la mortalité de toute personne, parce que c'est pour les personnes qui sont PCR positifs, et vous comparez ça aux gens de moins de 60 ans qui ont pris une dose du vaccin, donc 22 décès sur 26 347 qui ont pris la première dose, ou 24 sur 28 475. Donc vraiment, la mortalité se concentre sur les personnes plus âgées. Et Dr Seligman, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, c'était à comparer par rapport à la mortalité des gens qui n'ont pas été vaccinés, et le ratio est de combien? Alors, le ratio, c'est énorme. On arrive à un chiffre, c'est-à-dire que pour les personnes âgées de plus de 60 ans, on arrive à 40 fois plus. Et comparé aux jeunes, on arrive à quelque chose comme 260 fois plus. Ça, c'est à condition d'utiliser les données données dans le même article de Ynet, mais dans un autre tableau. D'accord. Voilà. Et ça, il faut utiliser l'autre tableau de Ynet. Celui-là, on l'a pas traduit en anglais, d'accord, mais il est affiché sur le site. On l'a mis sur le site de Nakim. C'est le même tableau. Il n'est pas difficile à comprendre puisqu'il y a les âges et il y a la mortalité à côté pour 100 000 personnes. Alors, il y a une chose qui est très importante en fait dans toute cette histoire. Parce que nous, on a été étonnés, quand on a vu le tableau de Ynet, on a été étonnés par la mortalité en fait qu'ils ont affichée pour les gens qui ont pris le Covid. On a été étonnés, mais on a dit, bon,
c'est leur mortalité. C'est sur ça qu'ils se basent pour prouver l'efficacité du vaccin. Pour nous, cette mortalité, elle était trop faible. D'accord. Et donc, on a dit, on va utiliser ces mêmes données puisque c'est les données de référence sur lesquelles ils se basent pour prouver l'efficacité du vaccin. Alors, ces données, en fait, ils se basent sur quoi? Ils disent c'est la mortalité pendant cette période de 5 semaines. D'accord? Puisqu'ils vont prouver l'efficacité du vaccin au bout de ces 5 semaines. Donc, ils se basent sur cette mortalité, en fait, elle est sur 5 semaines. Première raison pour laquelle ça explique la faible mortalité dans le tableau. Mais malgré cette faible mortalité, d'accord, eux, ils arrivent à 94% d'efficacité du vaccin pour les jeunes, ou d'une façon non, 94% pour les personnes âgées et 89,7% pour les jeunes. Maintenant, il faut prendre une autre donnée, en fait, qui va expliquer, et ça, c'est la donnée la plus importante, qui va expliquer pourquoi la mortalité dans ce tableau du Covid est faible. En fait, vous vous rappelez qu'on a parlé tout à l'heure des personnes âgées et je vous ai dit jusqu'au 19 janvier, on avait 92% des plus de 80 ans qui ont été vaccinés en Israël. Et je vous ai dit que cette donnée, elle est essentielle. Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? Parce qu'en fait, la mortalité du Covid, c'est surtout les personnes de plus de 80 ans. Si vous regardez les chiffres que vous avez en Israël, de 5237 morts à l'heure d'aujourd'hui du Covid. Sur ces 5237 morts, d'après les données du ministère de la Santé en Israël, vous avez 1976 personnes de plus de 80 ans. C'est-à-dire qu'ils représentent un pourcentage énorme de près de 35% du nombre de décès en Israël, les plus de 80 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette étude qu'ont fait Ynet? Ils ont dit les plus de 65 ans. Mais les plus de 65 ans, en fait, qui sont à l'hôpital au moment où ils font l'article, et donc qui ont été vaccinés et qui sont malades, en fait, ils ne sont pas ils n'incluent pas les plus de 80 ans. Parce que 90% des plus de 80 ans étaient déjà vaccinés bien avant le 19 janvier, date de début de des données qui sont dans ce tableau de Ynet. Donc ce tableau de Ynet, en fait, c'est pour ça que la mortalité, elle est faible. Parce qu'il n'inclut pas, en fait, et nous on était étonnés à cause de ça et ça nous a pris du temps pour comprendre. Pourquoi est-ce que la mortalité est aussi faible sur ce tableau de Ynet pour les gens qui ne sont pas vaccinés? En fait, tout simplement parce que les plus de 80 ans qui sont la part du lion, malheureusement, des décès, ou heureusement, suivant comment est-ce qu'on regarde ça, la part du lion des décès suite au Covid, ces gens de 80 ans, ils n'y sont pas. De plus de 80 ans, ils n'y sont pas. Pourquoi ils n'y sont pas? Parce qu'ils ont déjà été vaccinés avant, ils sont morts avant. C'est-à-dire que, en fait, ce tableau de Ynet, on revient au premier tableau, celui que vous avez montré, là, traduit en anglais. Si on avait mis les gens de plus de 60 ans dans ce tableau, allez, 2 ou 3 semaines avant, quand les personnes âgées de plus de 80 ans ont été vaccinées, ça n'aurait pas été 636 morts qu'on aurait eu sur les 12 000. Mais ça aurait été plus de 2000 morts qu'on aurait eu sur les 12 000. Vous êtes en train de dire que tout ça, c'est parce que c'est une question de stock, c'est ça? C'est parce que dans le delta de temps, là, vous avez que les 546 morts de la période. Voilà. On a les 546 morts sur une période de 5 semaines. Mais cette période de 5 semaines, c'est une période qui commence au 19 janvier et donc qui vient après la vague de vaccination des plus de 80 ans. J'ai compris. Voilà. Et donc, quand on parle, là, dans cette donnée, des gens qui ont reçu la première dose, les 12 700 qui ont reçu la première dose, c'est à partir du 19 janvier. Donc, c'est des gens relativement jeunes.
Donc, en fait, les résultats sont encore pires que ce que nous, on a écrit dans l'article. OK. Et en deux mots, En fait, il y a des biais dans le temps cachés par rapport à l'âge et qui ne sont pas reflétés par les données publiées. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe en Israël, en fait, c'est de l'euthanasie des vieux de plus de 80 ans via et je dis, en hébreu, on dit l'iroa. Comment on dit l'iroa en français, Hervé? A posteriori, c'est du latin. A posteriori. Donc, apparemment, hein, ça reste, il faudra encore le prouver en pénal. Ça reste à prouver en pénal. Que là, on a apparemment donc de l'euthanasie qui est en train de se faire sur les vieux de 80 ans. Et on a, en plus de ça, on a une vague de vaccination qui est absolument non seulement inutile, mais en plus elle est criminelle, parce que non seulement elle va pas aider les jeunes à se soigner plus du Covid, mais en fait elle va, puisqu'on le voit dans les chiffres, hein, quand on dit c'est 260 fois plus mortel que le Covid pendant cette période de 5 semaines pour des jeunes, c'est que on voit que suite en fait à ce vaccin, on arrive aujourd'hui en Israël à une situation où on a des jeunes. Voilà, ça c'était aujourd'hui à l'instant là où je vous parle. J'ai pris une capture d'écran du même site de Ynet qui dit voilà, Zinouk Batachloua Tieladim, c'est-à-dire il y a une augmentation de la maladie du Covid chez les enfants. Et en fait, elle est concomitante à la période où on a commencé à vacciner les enfants. Est-ce que vous voyez le lien qui se répète par rapport à ce qui s'est passé en décembre? L'augmentation du nombre de cas est corrélée avec l'augmentation de la vaccination. Voilà. Donc là, on est en train de passer aux enfants. Donc c'est de l'expérimentation sur le peuple israélien. C'est de l'expérimentation sur le peuple juif. Je suis désolé, mais moi je vais dire les mots sèchement parce que je vais vous dire. Moi, j'ai écrit des articles sur la Shoah. J'ai fait des enquêtes sur la Shoah que j'avais d'ailleurs publiées sur le site de Nakim. Des articles qui ont été lus, qui ont été partagés en Israël. J'ai été interviewé là-dessus, etc. Donc, je m'y connais un peu sur la Shoah. Et là, pour moi, ce qui se passe là maintenant en Israël, c'est une deuxième Shoah. D'accord. Voilà. Et je pèse mes mots. C'est une deuxième Shoah qu'on fait par le biais d'une expérimentation de vaccins pour soi-disant soigner les gens, mais en fait, on ne soigne pas les gens. Et non seulement là, on a les morts à court terme qu'on est en train de voir, qu'on voit d'après ces données qui filtrent en fait du ministère de la Santé, parce que c'est quand même difficile à cacher. De plus, les décès, ça c'est les décès seulement suite au Covid. On ne parle pas là des décès suite aux effets secondaires comme les attaques cardiaques, etc., qui sont, à notre humble avis, 3 fois plus élevés aux environs 3 fois plus élevés que ce qu'on voit dans les hôpitaux suite au Covid, parce que les attaques cardiaques et les AVC, c'est des morts subites qui ne rentrent pas à l'hôpital. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à l'hôpital. D'accord? Et on en voit qu'il y en a énormément, y compris chez les jeunes. Donc là, et tout ça, ça va se répercuter quand? Seulement quand on aura les chiffres, en fait, de la mortalité en Israël en fin d'année. Ou alors, si le ministère de la Santé va enfin dévoiler le nombre de décès suite au vaccin comme on l'a demandé. Voilà. Donc il faut attendre quelques semaines pour avoir cette information. Alors eux, ils jouent sur la montre. Maintenant, on comprend pas les motivations du ministère de la Santé en Israël et de Monsieur Netanyahou,
qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de suivre l'agenda de certains eugénistes ou personnes qui sont intéressées à limiter la population mondiale. On ne sait pas c'est quoi leur agenda à ces gens-là, mais en tout cas, il est pour nous clair d'après les faits qu'on a maintenant, qu'ils n'essayent pas de soigner la population en Israël, ils n'essayent pas de prévenir le Covid, mais là, ils font rentrer la population d'Israël, on est arrivé à 40% de la population, ils les font rentrer dans un danger extrême parce que personne ne connaît les effets secondaires du vaccin Pfizer à long terme. Et si on prend en considération aujourd'hui que, en fait, les vieux de plus de 80 ans, ce sont en fait le canari dans la mine. Vous savez à quoi sert le canari dans une mine? Le canari dans une mine, c'est en fait le premier à prévenir les mineurs qu'il y a en fait une fuite de gaz. Quand le canari commence à mourir, les mineurs, ils savent qu'ils doivent se sauver parce que l'air commence à devenir plus respirable. Donc, en fait, les vieux en Israël, et pas seulement en Israël, malheureusement, parce que dans le monde entier, aux États-Unis aussi, d'accord, sont en fait le canari. Ils préviennent en fait les autres que ce vaccin est toxique. Et là, on le voit, malheureusement, on le voit d'après les données, parce qu'en Israël, pendant janvier, on a eu une poussée soudaine de la mortalité, mais d'une façon énorme, puisqu'on avait 100 morts par jour, et ça correspondait à la période où les vieux étaient vaccinés, où les plus de 80 ans étaient vaccinés. Donc, eux, ils sont en fait le canari qui viennent nous donner une indication de la toxicité du vaccin. Et cette toxicité, en fait, elle ne va pas s'arrêter aux vieux. C'est-à-dire que là, les jeunes, ils ont une forte mortalité relative au Covid lui-même suite au vaccin, mais cette mortalité, personne ne sait si elle va s'arrêter. Personne ne connaît ses effets secondaires. Si on regarde la plainte qui a été déposée en France, à Paris, alors on parle après de problèmes auto-immunes, on parle de cancer, on parle de toutes sortes de problèmes qui peuvent être causés avec le temps. Et donc là, on risque d'avoir d'ici quelques années une hécatombe parmi ces 40% de gens qui ont été vaccinés, y compris des jeunes, y compris des hommes en force et des femmes en force de l'âge, y compris des femmes enceintes. Voilà. Et donc c'est pour ça que je me permets de dire que là, on risque d'être en fait en plein milieu d'une Shoah qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ok. Et juste une chose, parce que tout à l'heure vous avez dit que bien sûr il y avait c'était une hypothèse. Donc là, vos déclarations sont beaucoup plus affirmatives. Monsieur Seligman, vous confirmez cette analyse, vous qui êtes, on va dire, plus calé dans les chiffres et dans l'analyse biologique? Tout d'abord, le premier point, c'est que avant d'avoir toutes ces données, le fait qu'on vaccine de façon massive avec un vaccin qui n'a pas été testé à long terme, c'est ça qui, pour moi, me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On peut essayer sur quelques dizaines de milliers de gens, c'est ce qu'ils ont fait l'été dernier. Mais de là à vacciner tout le monde, y compris des gens âgés, des gens qui ont eu le Covid, des gens dont les propriétés médicales ou de santé faisaient qu'ils étaient exclus de l'échantillon sur lequel le vaccin a été testé. Le vaccin, il a été testé sur 2 ou 3 mois. Ils ont dit, voilà, on a tant de gens qui ont eu des effets secondaires ou pas en 2 ou 3 mois. Mais les problèmes auto-immunitaires, ils se développent en des années. Si on me dit à ce moment-là, oui, mais on l'a testé sur des rats, les rats, ils vivent que 2 ans en moyenne. Et donc, on peut pas savoir ce qui se passerait sur des humains après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe. Si vous prenez des millions et des millions de personnes, vous allez augmenter le nombre de gens qui vont développer ce genre de problème. Okay, hypothétiquement, puisqu'on peut pas le savoir. Et dans le doute, on s'abstient. C'est comme ça qu'on fait. Mais
Là, c'est pas ce qui se passe. Et donc, dans le doute, on s'abstient. Il y a quand même eu des études qui ont été publiées, et puisque ces vaccins ont été approuvés par la FDA, par l'EMA. J'imagine que ils n'ont pas été approuvés, ils ont été autorisés en état d'urgence. C'est la première chose. Deuxième chose, ces études sont sur 2 mois, 3 mois, pas plus. Et donc, alors, le gros du temps, nous avons parlé des effets immédiats pendant le processus de la vaccination. On vient de les découvrir il y a quelques jours. Ils ont pas ça semble pas être hypothétique. C'est hypothétique dans la mesure où les données qui nous ont été données sont correctes ou non. On n'en sait rien. Mais on suppose qu'elles sont correctes. Mais le gros des problèmes, et ça c'est hypothétique, on peut supposer qu'ils viendront des années plus tard. Et vous pouvez pas me parler d'études publiées parce que ces études sont sur 2-3 mois, 4 mois, j'en sais rien, je sais pas. Donc ça, c'est pas le problème. Vous mettez un matériel génétique qui fait produire une protéine qui crée une réaction du système immunitaire, qui fait faire des anticorps contre cette protéine. Cette protéine, on la retrouve sur la membrane de ce virus. Et donc, si le virus entre, le virus va être attaqué parce qu'on a déjà une mémoire de réagir à cette protéine, puisqu'on avait eu l'ARN qui faisait produire cette protéine. Le problème, c'est que probablement, on n'en sait rien, mais il y a de fortes chances que cette protéine ressemble à d'autres protéines qui existent de façon naturelle chez l'homme. Et à ce moment-là, ça veut dire que nos anticorps, de temps en temps, vont réagir contre des cellules normales humaines où il y a des récepteurs qui ressemblent à cette protéine spike du virus. Et ça explique pourquoi les gens qui ont des effets à long terme par rapport au Covid, ces effets à long terme ressemblent, on ne sait pas à quel point, mais rappellent facilement les effets secondaires du virus, comme les problèmes de paralysie ou de paresthésie faciale et d'autres problèmes comme la confusion, des difficultés à se concentrer, etc. Donc des problèmes mentaux, entre autres. Tu parles du vaccin, c'est-à-dire ça ressemble à des phénomènes suite au vaccin. C'est-à-dire les phénomènes suite au vaccin, c'est des paresthésies. Or, les gens qui ont une réaction à long terme contre le Covid, la réaction à long terme contre le Covid, c'est pas contre le virus, ça provient, le virus a créé une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire, elle existe encore dans la personne bien après que le virus soit parti. Et de temps en temps, ça va attaquer les mêmes cellules nerveuses, par exemple, du nerf facial, parce que apparemment, il y a là-dedans souvent des protéines qui ressemblent à la protéine spike ou d'autres protéines qu'il y a dans le virus. D'accord. Et donc, or, c'est exactement ce qu'on voit chez les gens qui ont le vaccin. Et c'était plus ou moins prévu je sais pas moi, en automne, avec d'autres collègues, on a discuté, on a dit oui, probablement que les vaccins vont avoir les mêmes effets secondaires que ce qu'on voit chez les gens qui ont eu le Covid et qui ont ce qu'on appelle le long Covid. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce phénomène. Oui, tout à fait. Donc, juste que j'essaye de résumer parce que ça fait un long moment que l'on parle. Donc, vous avez fait une analyse en prenant les données et en les recoupant vis-à-vis de plusieurs sources, donc les données israéliennes, les données du ministère de la Santé israélienne. Regardez les effets secondaires américains. Vous en tirez des conclusions en faisant une modélisation par cohorte d'âge. Au niveau des effets secondaires. Ça n'est pas une modélisation. Il s'agit de simplement
prendre les données. Modéliser, ça n'est pas utiliser les données. On a pris les données et on les a coupées par classe d'âge. D'accord. Et donc, vous en déduisez, bien sûr, avec les précautions d'usage, puisque vous n'avez pris que les données qui vous étaient fournies par les sources officielles et vous attendez donc les données suite à la demande que vous avez fait par la procédure administrative d'obtention des données en Israël pour pouvoir valider cette information. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça reste encore à l'étape d'hypothèse, que la cohorte des personnes qui ont été vaccinées de plus de 60 ans aurait une mortalité qui serait proche de 4% parmi ceux qui sont vaccinés, ce qui est bien supérieur à ce que vous avez vu les autres années. Donc, votre étalonnage ou l'étalonnement ou la calibration de vos données est par rapport à ce qui se passait les autres années. C'est exact. Mais je me permets de vous corriger, c'est-à-dire que le principe de précaution, il n'est pas par rapport à est-ce qu'il y a plus ou moins de mortalité. Le principe est donc est-ce qu'on doit arrêter. Le principe de précaution, ça veut dire on arrête et on vérifie. C'est pas dans l'autre sens que ça marche. On continue aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé que ça tue. Donc quand vous entendez dans des hôpitaux français, en Bretagne ou en Moselle, qu'il y a des suspensions ou on ralentit la vaccination, quelque part pour vous, c'est une attitude qui est saine. C'est une attitude qui est professionnelle et l'autre, c'est une attitude non professionnelle et qu'on peut appeler criminelle et qui peut avoir beaucoup de qualificatifs, mais elle est certainement pas professionnelle parce que le professionnalisme, c'est le principe de précaution dans le sens de limiter les erreurs, pas dans le sens de dire aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé l'erreur, on continue. D'accord. Bon, ben écoutez, moi ce que je me propose de faire, d'abord, c'est très intéressant d'écouter la démarche que vous avez suivie. C'est ce qu'on aime bien, on va dire, dans le cadre des débriefings de chez François. C'est une science itérative, c'est une approche itérative de l'analyse qui est basée sur votre expérience sans conflit d'intérêt, comme vous l'avez dit. J'espère que vous obtiendrez les données de la CADA israélienne et que vous viendrez nous expliquer ces informations de manière plus précise. On va dire une fois que vous avez obtenu ces données. Juste peut-être une dernière question, c'est quelles actions vous comptez mener dans l'intérim pour alerter vos concitoyens, vos amis israéliens. Quelles sont les actions que vous allez mener, soit d'un point de vue informationnel, soit d'un point de vue juridique? Alors, au niveau informationnel, on est, moi, le site de Nakim en fait a switché sur Telegram. On commence à rassembler là-bas. On a déjà dans un groupe sur Telegram qui a déjà plus de 700 membres qui se sont joints en moins d'une semaine. Et on continue à grandir. Tous les jours. Facebook, donc malheureusement notre page a été effacée. Donc je ne peux plus publier et sponsoriser sur Facebook. Mais je peux vous dire que les articles qu'on écrit sont diffusés en Israël. D'une façon massive. Parce que je le vois d'abord d'après le nombre d'entrées sur le site de Nakim. Malgré qu'on fait, en fait, les articles sont, par exemple, quand je publie sur Facebook un article avec mon compte privé, donc pas via la page, je mets l'article en entier. Et donc l'article est diffusé déjà en entier via Facebook. Mais par contre, je vois aussi des entrées sur le site de Nakim, que les gens viennent sur le site pour voir les références. Et là, j'ai déjà plus de 2000, rien que pour cet article donc sur Ynet avec les chiffres qu'on a dévoilés. Là, j'ai déjà plus de 2000 entrées, 2000 visions de l'article de gens qui viennent pour voir les références, c'est-à-dire pour voir les données, pour voir les calculs. Malgré que c'est publié sur Facebook, que c'est publié sur les réseaux sociaux, etc. Donc, l'information se diffuse très vite parmi les Israéliens. D'un autre côté, on a malheureusement
la pression énorme de l'État et des médias israéliens pour forcer les gens à se vacciner. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas en France, que vous ne trouvez pas aux États-Unis. C'est vraiment unique au monde. C'est-à-dire que le matraquage médiatique et les menaces qui sont proférées à l'instar des Israéliens pour les obliger à se vacciner, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On ne voit ça dans aucun pays totalitaire. Pour l'instant. Et à plus forte raison dans un pays démocratique. Mais Chaim, juste pour quand même, donc ça je peux comprendre. Est-ce que vous avez eu quand même parmi les 2000 personnes des interrogations, des gens qui ont essayé de vous challenger sur vos analyses? Non. Ou des détracteurs, des débunkers, personne n'est venu? Non, justement, vous savez, moi je publie beaucoup sur Facebook et je connais les réactions des gens. Donc quand on publie quelque chose sur le vaccin, surtout que c'est un sujet qui est très très sensible. Quand on publie quelque chose sur le vaccin, là où il y a une faille, les gens vont venir s'engouffrer et vont venir vous dire, voilà. Donc c'est pour ça que moi aussi, première chose que je fais, je prends ma page, je prends mes datas, je publie sur Facebook, je partage pour avoir les réactions des gens, d'accord? Et parce que l'erreur est toujours possible. Maintenant, à partir du moment où nous on a vérifié les données, on les a vérifiées plusieurs fois et de toute façon les données elles sont publiées sur le site de Ynet, n'importe qui peut aller les prendre, d'accord? Ou les données qu'on a publiées sur le Verse, on met le lien sur la base de données du Verse, on dit aux gens allez-y, allez vérifier. Donc il y a des journalistes, il y a un journaliste israélien, il y a une journaliste autrichienne qui s'est adressée à nous. On a donné des interviews. On leur dit voilà, les données sont là, allez vérifier ce qu'on dit. Il n'y a pas de souci. Donc il y a des milliers de personnes qui regardent nos écrits et qui vérifient ce qu'on dit à chaque moment donné. Donc il y a des gens qui vont réagir sur Facebook, qui vont dire ce que vous dites. Donc ce qu'on appelle c'est des trolls. Voilà, en hébreu, c'est-à-dire ce sont des gens payés par, ils vont dire ce que vous dites, c'est des conneries. Je leur dis merci beaucoup, je vous crois. Vous pouvez me le prouver, vous pouvez m'appuyer, me mettre le doigt dessus, où est notre erreur? Donc ça, il y en a aucune personne sérieuse qui va venir dire voilà, je fais un debunk de votre publication, etc. Et je vais vous dire plus que ça. C'est que si c'était faux, ça fait belle lurette que Facebook m'aurait effacé le post, aurait prévenu que le post est faux parce que c'est ce qu'ils nous font, ce qu'ils font aux gens à chaque occasion. Et ils ont sur Facebook, on avait des groupes israéliens de gens qui récoltaient les informations, les plaintes des gens suite au vaccin. Ils ont effacé ces groupes. Alors ils font que récolter les informations des gens qui se plaignent. Ils les ont effacés. Juste une question. Est-ce que vous allez prendre, au début, vous nous avez dit que vous avez fait des actions d'un point de vue juridique. Vous avez l'intention de mener une action juridique fort de cette information? Alors, je vais vous dire deux choses. Premièrement, probablement oui. Je n'ai aucun problème pour écrire une pétition à la Cour suprême. Ça me prend peut-être quelques heures, d'accord? Et je peux écrire une pétition. Je n'ai pas besoin d'avocat pour le faire. Je peux le faire par moi-même. Je l'ai fait énormément de fois dans le passé. Je ne sais plus, je peux plus compter combien de fois. Et j'ai eu des résultats clair. Donc, je sais que dans ce cas, je peux effectivement aller à la Cour suprême. J'ai un case pour aller à la Cour suprême en Israël, etc. Et pour faire une pétition, c'est une carte. Maintenant, malgré cela, je connais le système israélien. Ils sont très malins et ils ne restent pas sans réagir. Et surtout l'État, d'accord? Donc, ils ont énormément de façons d'abord de gagner du temps parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, on voit bien. Et deuxièmement, d'arriver en fait même si la Cour suprême, parce qu'à la Cour suprême vous avez toutes sortes de juges aussi. Faut pas croire qu'en Israël la Cour suprême ce sont tous des juges parmi les nations. Mais ça prend combien de temps une procédure comme ça à la Cour suprême en Israël?
Alors, en fait, ça pourrait aller très vite parce que si je peux demander à partir du moment où je demande un tsav benaim, c'est-à-dire un ordre temporaire, je peux demander un ordre temporaire et là, dans les 24 heures, la Cour suprême peut bloquer, par exemple, toute la campagne de vaccination et leur dire vous arrêtez la vaccination tant que vous n'avez pas prouvé que effectivement vous vous comportez avec précaution et que vous avez publié les données, etc. C'est possible, mais le cas que les chances que la Cour suprême le fasse sont très faibles parce que dans un cas pareil, je veux dire, c'est tellement énorme que la Cour suprême va demander de vérifier des données, va demander donc d'abord une première réaction au ministère de la Santé. Et donc, elle peut leur donner, par exemple, une semaine pour réagir, etc. La deuxième chose, c'est sur le long terme, c'est-à-dire qu'elle peut leur donner 3 semaines, c'est-à-dire il y a le tsav benaim, c'est l'ordre temporaire, et il y a le tsav al-tnaï, c'est l'ordre qui est de venir argumenter. Et donc là, elle donne le temps au ministère de la Santé d'argumenter. Et là, ça peut être, en général, ça peut être 3 semaines pour argumenter. Et donc, considérant ça, ce serait pas correct de le faire avant, juridiquement, avant d'avoir une réaction du ministère de la Santé. Et ils ont 1 mois pour donner leur réaction. Donc, je ne pense pas, si je le fais, je ne pense pas que je vais le faire dans ce mois-ci. Donc, pendant ce mois-ci, normalement, il serait plus correct de continuer à publier ces informations par tous les moyens en Israël aux Israéliens pour les prévenir. Mais en même temps, ce que, oui, je compte faire, c'est envoyer une demande au ministère de la Santé en Israël d'arrêter les vaccinations, de réévaluer la situation et de prendre en ligne de compte cette réévaluation et de prendre le principe de précaution et donc d'arrêter les vaccinations et en parallèle préparer déjà une attaque en pénal et une plainte en pénal contre, comme ça a été fait en France à juste titre et avant, même joindre la plainte en pénal qui a été déposée comme pièce, la joindre à ma plainte en pénal pour le manque de précaution en Israël. Donc ça, okay. Voilà. Donc ça, c'est l'action que vous comptez mener. Écoutez, Haim Yativ et Dr. Hervé Seligman, merci beaucoup de votre temps que je sais compter. Vous avez donc exposé la situation en Israël qui est pour vous est plus que préoccupante. On attend donc avec impatience que le ministère de la Santé israélienne vous réponde avec des données plus officielles. On rappelle que sur la base de votre analyse des données publiées pour les plus de 60 ans, le taux de mortalité lié à la vaccination serait largement supérieur à ce qui se passe les autres années quand on regarde les données normales de comparaison. Le taux annoncé est de l'ordre de 4%, ce qui est préoccupant. Vous décidez en 3 semaines seulement. Hein. Oui, en 3 semaines. Donc c'est plus que préoccupant pour vos concitoyens. Et vous considérez faire une action juridique, bien sûr, en attendant d'avoir les données de manière à avoir le contradictoire d'une certaine manière. En tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous exposer tout cela, de la clarté de vos explications. Et on invite bien sûr les auditeurs, les lecteurs qui veulent venir vous challenger ou discuter avec vous à le faire sur votre site, parce que je pense qu'en tant que citoyen, vous êtes ouvert à la critique, vous êtes ouvert à toutes les autres informations qu'on peut vous amener. C'est ce que, du moins, j'ai senti au travers de la discussion qu'on vient d'avoir cet après-midi. Et je vous en remercie. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous les deux. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Et merci à vous deux. Bonne soirée. Bonne soirée.